Alors, ce BTC CM, Yes, ben du coup, ne serait-on pas en train de se faire dumper la tronche? ouais, ouais, ouais. Bah, Bah, vous me- petite présentation déjà pour ce soir, hein. Bon, Ah on oui, n'est pas encore beaucoup, présentons-nous. mais c'est Invité. pour faire la petite overview de ce que vous allez avoir ce soir. On reçoit Arnaud Salomon, donc, qui est le CEO de Mon Pèlerin. Donc, Mon Pèlerin, que je pense pour beaucoup, vous connaissez déjà, puisque je crois qu'on t'a reçu déjà deux, trois fois ces 2 dernières années, Arnaud, pour discuter justement des avancées de Mon Pèlerin. C'est une solution que la plupart de la team CM a déjà utilisée et utilise encore pour notamment tout ce qui est Fiat on-off ramp et qui permet d'avoir un accès décentralisé puisqu'on possède ses clés privées sur Mon Pèlerin, tout en permettant voilà, de faire des transferts entrant-sortant. Et je pense que c'est toujours d'actualité, tu me corrigeras si ça n'est pas le cas. On avait 1 000 € par jour ou 1 000 francs CHF sans KYC, 10 000, 10 000, enfin, l'équivalent de 10 000 par mois et 100 000 par an. On était dans ces eaux-là. Donc ça, c'est toujours d'actualité par rapport au montant avant de passer le KYC. Exactement, ouais, c'est ça. C'est 1000 francs équivalents, donc ça fait un peu plus de 1000 €, 15 000 par mois, 100 000 par an, qui permet de transacter chez nous sans avoir à donner son identité complète via un KYC. Maintenant, il y a des petits catchs, mais on pourra en discuter après. Ok, ok, au top. Ben voilà, on en discutera et c'est vrai qu'en ce moment, c'est ce que Manu disait aussi tout à l'heure en off, on discutait 2, 3 minutes entre nous avant l'émission. Ça devient parfois assez compliqué selon les pays, même en zone EU, de faire du fiat on-off ramp. Donc pour ceux qui n'ont pas le lexique, en gros, c'est de rentrer en euros par exemple et de ressortir en euros. Et pour ceux qui sont notamment sur le sol français ou belge ou voilà, un peu importe, on a parfois été tous confrontés à des banques qui sont un peu récalcitrantes par rapport à tout ça, hein, ces mouvements crypto qui peuvent vous faire fermer un compte du jour au lendemain sans raison valable, en tout cas. C'est arrivé à bon nombre de personnes. Donc c'est vrai que peut-être un peu moins ces derniers mois, ces derniers trimestres, au fur et à mesure que les banques sont en train de mettre de l'eau dans leur vin et qu'on est en train d'avancer sur le sujet. Mais c'est vrai que ça reste un sujet assez majeur et un enjeu qu'il est tout autant, hein, pour permettre de démocratiser cet accès pour rentrer, pour sortir et de ne pas avoir peur systématiquement de si on va se faire fermer un compte, etc. C'est un poids de plus, hein, qui pèse sur l'utilisateur et parfois on a l'impression que quand on est en crypto, on est un peu indésirable selon les pays de la zone euro où nous nous trouvons et à contrario, il y a des pays qui l'acceptent très bien et où ça se passe très bien. Et j'ai la sensation, tu nous en diras plus tout à l'heure Arnaud, qu'en Suisse notamment, ça se passe plutôt pas mal de ce côté-là. Donc, je fais rapidement la petite analyse technique, comme d'habitude pour commencer l'émission. Donc, on a eu une année 2023 qui a été, j'allais dire, fantastique, mais on le voit au niveau du graphique, on passe de 15 500, le point bas, en novembre 2022. On vient chercher 45 000 $ sur, ou quasi sur cette fin d'année 2023. Donc, désormais, on risque d'avoir un retour de volatilité là qui peut se faire à la baisse dans les prochaines semaines. C'est pour ça que je suis assez voilà, prudent quant aux abords de cette année 2024. D'un autre côté, Manu, c'est aussi ce dont on parle régulièrement entre nous. Est-ce qu'on peut s'attendre effectivement, un peu comme le post qu'il y a eu là sur Twitter, qui a été diligenté par la fondation Charles Gave, etc. Comme je disais dans l'émission de ce matin, le but, c'est pas de dire est-ce que ce personnage en particulier a la science infuse ou quoi que ce soit, mais de faire un pas de côté pour regarder le marché d'une façon dont on n'a pas forcément l'habitude de l'appréhender. Et donc, eux émettaient l'hypothèse, en gros, que sur un contexte géopolitique et macro des États-Unis à venir pour 2024, avec, je rappelle, le nouveau président des États-Unis ou pas pour l'automne 2024, on pourrait avoir un bull qui continue sur à minima le premier semestre de l'année prochaine et la Fed qui pourrait pivoter bien plus tôt que ce qu'il laisse compter au premier trimestre 2024. Et c'est là où ça nous laisse un peu pantois quant au devenir du marché crypto si on venait à avoir
que ça soit pour une hausse continue du côté du Nasdaq, du SP500, etc., ça serait très positif pour les autres marchés. Mais s'il venait à y avoir une correction et que les marchés se sont trompés et qu'au final, ce n'est pas le soft landing, mais une correction un peu plus marquée, ou même, c'était tout à l'heure une discussion qu'il y avait sur le Discord, je crois, on prend tous pour acquis le fait que les ETF spot vont être approuvés, mais prenons le contre-pied, faisons-nous avocat du diable, admettons que les ETF spot ne soient pas approuvés. Qu'est-ce qui pourrait, selon toi, Manu, se passer de bien, se passer de moins bien pour 2024? Quel est ton Nostradamus du moment? Mon analyse boule de cristal. Non, mais alors je pense que les deux points que tu as soulevés, ils sont importants. Effectivement, alors le premier point qui concerne tout ce qui est politique monétaire de la Fed, hein, qui fait quand même qui fait la pluie et le beau temps, j'ai envie de dire. A priori, le pivot est pas loin. On a vu, on a Jérôme Powell qui a dit qu'il bougerait pas d'ici là. Et puis là, on a eu des rumeurs. Enfin, j'ai pas bien vu quelle news exactement. Je l'ai pas entendu de mes propres oreilles dire on va pivoter en début d'année 2024. Donc ça, en tout cas, le pivot de la Fed, donc c'est-à-dire la baisse à venir des taux d'intérêt, ça c'est clairement quelque chose qui va ramener les investisseurs sur tout ce qui est actifs à risque, donc stocks, actions et crypto. Donc ça peut être effectivement bullish pour nous en crypto, à voir quand est-ce que ça peut s'apparenter. Et puisqu'on a aussi une narrative derrière qui dit baisse des taux peut aussi signifier impression d'argent magique. Et ça, c'est pour le coup très bullish, on l'a vu sur le Covid, pour le prix des cryptos. Sachant que l'impression d'argent magique, c'est déjà commencé en fait. Il y a d'autres moyens de le voir, on voit sur d'autres graphiques, mais les Américains impriment déjà beaucoup d'argent, et ce qui expliquerait aussi qu'on ait des actions américaines. Je crois que tu me parlais d'un Nasdaq qui est à son all-time high. Donc voilà. Donc, alors, à ce niveau-là, donc voilà, bullish pour les cryptos. Bon, je vous rappelle que la plupart du temps, quand les taux d'intérêt pivotent, ça annonce aussi une récession. Donc, ça peut dire bullish pour vos cryptos, mais bearish pour vos boulots. Donc, voilà, c'est aussi à pondérer, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc c'est ce que tu parlais, c'était les ETF. Et les ETF, tu fais bien de dire, donc on doit avoir une réponse normalement entre le 5 et le 10 janvier pour l'acceptation des ETF ou non, sachant que la réponse définitive, j'ai regardé, elle doit être donnée au plus tard au mois de mars. Donc, ça veut dire que, en fait, on peut très bien avoir une news qui tombe au 10 janvier et qui dit ni oui ni non, mais qui dit juste on a besoin d'un peu plus de temps. Et donc ça, effectivement, ça peut jouer également sur le marché. Et on peut se demander si, au final, malgré un bear market qui a quand même été long, et on sait qu'on a des institutionnels qui accumulent depuis assez longtemps, savoir si gratter 1 mois, 2 mois de plus peut pas être intéressant pour eux, avec un FUD sur une news qui dirait finalement non, c'est pas accepté, alors qu'en fait c'est juste retardé, et un prix qui repartirait à la baisse, une accumulation qui continuerait, une approbation courant mars et un halving qui arrive en avril, on va dire, et donc une sorte d'explosion. Sachant qu'en règle générale, on a une petite baisse en règle générale après le halving. Donc, à voir, ça peut être peut-être genre juste un délai de 1 mois, ou ça peut être aussi adopté dès janvier. Et donc là, on aurait un début d'année qui serait pas mal. Donc moi, mon scénario, ce serait un petit, je dirais 70% pour du bullish où la Fed pivote et les ETF sont acceptés, et 30% où au final, on a un petit peu de délai sur ces news. Et au final, on se retrouve avec une action de prix qui range un peu jusque-là, sachant qu'on est bien monté et que voilà, on paraît être bien là où on est, quoi. Donc voilà pour mon sentiment boule de cristal.
mon cher Seb. Ouais, c'est intéressant et c'est vrai que 2024, je vois ça un peu à l'image de 2023. Il y aura probablement des moments assez positifs, hein, et historiquement, c'est plutôt le premier trimestre qui est porteur souvent pour le marché crypto et parfois, comme on l'a vu là, à l'automne, avant la plupart du temps avant le mois de décembre, puisque décembre, si tu prends sur une dizaine d'années pour Bitcoin, ça n'a pas toujours été heureux. Mais globalement, enfin, c'est vrai qu'on a tellement de choses qui s'entremêlent avec ces ETF spot, le halving en avril 2024, le président des États-Unis à l'automne. Ça va être une année vraiment charnière. Et la question que je me posais moi aussi, c'est est-ce qu'on peut lâcher vraiment quelque chose d'important en 2024 pour les cryptos, ou est-ce que ça sera exactement comme ça l'a toujours fait au niveau de la cyclicité, plutôt sur 2025, en laissant 2024 derrière, où ça serait une année encore un peu où l'on se cherche de la même façon que 2023. Et encore que 2023, si on reste pragmatique, c'est difficile de dire que ça n'a pas été une bonne année, hein, pour les cryptos. Quand on fait 15 000 à 45 000 sur Bitcoin, voilà, un fois 3 sur un marché, surtout après ce qu'on s'est ramassé en 2022. Moi, je pensais que les 45 000, on ne les reverrait pas avant 2024-2025, tu vois. Même les 30-35 000. Je pensais qu'on mettrait 2-3 ans à se remettre de la déroute absolue qu'il y a eu avec Terra UST, avec Celsius et pour finir avec FTX. Ça s'est finalement gommé Elle a pris un relativement an. vite. Ouais, ça a pris un an, une bonne année. Et d'un autre côté, on a eu une belle purge, quoi. Moi, j'aime beaucoup le même avec, tu sais, les portes du paradis, avec toutes les têtes, les têtes de Do Kwon, de Suzu, de SBF, etc., qui arrivent au paradis des escrocs, j'ai envie de dire. Euh, et ben, au final, ils ont quand même été rattrapés, je dirais. Une bonne partie de l'argent a été perdue, mais une bonne partie de l'argent a été récupérée. Euh, on omettra de voir le coût des avocats pour la faillite FTX, qui est absolument scandaleuse. Enfin, le coût est scandaleux, sachant que limite les Ouais, avocats surtout vont que là, il y toucher a les plus que dernières les biens news pas en perdus. provenance des liquidateurs de FTX. En gros, ils essaient de complètement abaisser le prix de revient de ce qu'ils vont devoir rembourser en disant on vous remboursera au tarif de l'époque. C'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, il y a de ça, il y a un racket au niveau des honoraires. Donc, je sais pas, hein, ils sont à 500 balles de l'heure, ils étaient 300 à bosser, donc ça cramait des dizaines, des centaines de millions depuis l'année dernière. Et au final, effectivement, ils veulent essayer de dire, bon, bah, quand ça a fait faillite, votre actif valait tant, donc on vous rembourse en dollars. Euh, L'adage un BTC égale un BTC, ils connaissent pas. A priori, c'est un BTC est égal à des dollars à une valeur donnée, à une date donnée. C'est Ça, c'est un surtout peu dur. que s'ils prennent le prix en allant jusqu'au bout de ce raisonnement au moment où FTX avait dump, en gros, tu rajoutes des dizaines, voire peut-être moins 50% supplémentaires à quelques jours ou quelques semaines auparavant. Donc, ouais, je sais pas comment ça va se solder entre ça, comme tu dis, les coûts inhérents à la liquidation et aux avocats et à tout ce qui se passe autour, et la finalité où déjà bon nombre de personnes attendaient d'avoir au mieux 30, 40, 50%, voire 70% pour les plus optimistes de ce qu'on leur devait, puisqu'il n'y aura jamais 100% qui sera récupéré. Là, à la fin, on part plutôt, à mon avis, sur un 30%, une fois tout déduit et encore. Donc, ça fera toujours un petit truc pour les personnes qui ont tout perdu sur FTX, mais je ne sais pas comment ça va se terminer et surtout quel horizon de temps, puisque à ce jour, par exemple, MT Gox, ça n'a toujours pas abouti. Donc, c'est vrai que bon, c'est une affaire extrêmement complexe. C'est assez compliqué quoi, de se Ouais, projeter. ouais. Et ça, ouais, ouais. Et ça, c'est pour ça aussi que bah, quand vous venez sur la chaîne en règle générale, on insiste toujours, on parle souvent de DeFi, etc., avec Marc, etc., et de décentralisation. Et donc, faites le nécessaire en règle générale pour un peu comprendre comment ça marche et pouvoir éviter ce genre d'écueil d'exchange centralisé parce que c'était clairement FTX, c'était pas le premier et ça sera pas le dernier. Donc voilà, faites attention à vous et faites le travail nécessaire pour éviter d'avoir
trop de fonds à risque avec un tiers de confiance, puisque le but c'est quand même d'être décentralisé au niveau des tierces parties. Donc voilà. Et pareil, on a parlé vite fait des ETF aussi, CN, mais on n'a pas parlé que bon, les ETF c'est bullish, etc. pour le prix et tout. Mais en termes philosophiques, quand même, faut faire attention. Je sais pas, je sais pas dans quel cycle encore on se dirige. Il n'a pas l'air beaucoup plus sérieux pour l'instant que les cycles précédents. Mais en tout cas, on a des gros players qui arrivent et ils savent en règle générale comment jouer. Donc c'était déjà difficile de jouer contre les bons quand on était entre nous. Et là, quand on va jouer contre les très bons et même potentiellement des manipulateurs d'une autre classe, voilà, il va falloir quand même faire attention, même si on regarde les ETF sur l'or, ce que ça a donné dans les premières années, c'était Ouais, d'ailleurs, incroyable. c'était un peu la discussion aussi du moment. Et Arnaud, si tu as un avis là-dessus aussi, hein, que ça soit pour les ETF ou tout ça, n'hésite pas à nous interrompre et à participer. Le fait justement que via les ETF, on arriverait sur le fameux grand cycle et le cycle de plateau où on aurait suffisamment capitalisé le marché crypto en milliers de milliards, voire peut-être un jour 10 000 milliards ou plus pour le total, hein, j'entends, qui conduirait à une phase peut-être pas qu'on pourrait qualifier de bear market, mais de vrai plateau où pendant des années et des années, il ne se passerait plus grand-chose d'un point de vue spéculatif, ou en tout cas, clairement pas dans les mesures telles qu'on les a connues depuis 10 ans. Est-ce qu'on est en train d'arriver vers ça, du fait d'avoir laissé les clés de la boutique, entre guillemets, hein, à BlackRock et tous les autres? Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver au bout de ce chemin-là? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si tu as un avis là-dessus, Arnaud, n'hésite pas. Ouais, je n'ai pas d'avis tranché. Après, c'est vrai qu'on regarde le passé et on s'imagine que ça va se reproduire. Mais si on regarde effectivement ce qui s'est passé sur l'or, l'argent, donc l'argent, le métal, hein, quand on a pu en faire des dérivés avec du coup des quantités phénoménales, c'est la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais il y a un multiple de la quantité d'or papier aujourd'hui qui circule dans le système versus la quantité réelle d'or physique si demain tout le monde voulait settler ses contrats en physique plutôt qu'en dollars. Et en fait, c'est souvent comme ça que les institutions arrivent à manipuler les prix. C'est-à-dire que le physique en lui-même, il est très difficile à manipuler parce que à la fin, il y a une réalité physique à laquelle on se confronte. Maintenant, si on arrive à faire croire au monde que mon équivalent papier est as good as the underlying, hein, donc le sous-jacent, il est aussi bon que le sous-jacent, alors effectivement, il risque d'y avoir beaucoup d'argent qui va dans ce sujet-là plutôt que d'aller dans le sujet du spot. Mais d'ailleurs, c'est déjà un sujet qu'on a vu dans le précédent run. Hein. Si on regarde le précédent bull run, avec tous les plateformes de dérivés qui ont pullulé, c'était vraiment avant ça, il y avait quasiment que des marchés spot, il y avait assez peu de choses. Donc il y a BitMEX qui a inventé, on va dire, les perpetual swaps, et à partir de là, c'est parti de fou. Et c'est parti de fou, mais c'est surtout que je connais personnellement et je vois autour de moi, et d'ailleurs de manière un peu plus large, que il y a eu beaucoup de primo-accédants qui n'ont jamais acheté de Bitcoin en tant que tel, qui n'ont jamais du coup fait gonfler le prix du physique, donc du réel, mais qui ont seulement acheté des contrats sur BitMEX ou autres plateformes, OKX, etc. Donc finalement, ça fait des volumes qui sont délirants, ça fait des volumes qui sont monstrueux, mais derrière, c'est jamais settlé dans le sous-jacent. Donc il n'y a pas de livraison physique à un moment donné. Les gens, ils s'échangent un contrat. Il y en a un qui est long, l'autre qui est short. Du coup, il y a un funding rate, le long paye short, le short paye long, peu importe. Mais à la fin, du coup, cet argent-là et ce nouvel argent qui arrive dans l'écosystème, au lieu d'aller sur le spot et faire gonfler le prix, souvent, il va dans ce marché des dérivés et va surtout faire gonfler le portefeuille des vendeurs de pelles. Donc, et le fait que ce soit justement des ETF spot cette fois-ci, parce qu'on a eu le CME, on a eu des Grayscale, donc même des options aussi, et des options, etc., qui étaient effectivement des dérivés purs. Là, on reste sur du dérivé, mais on est censé, pour un ETF de ce style-là, posséder le sous-jacent. Est-ce que tu ne penses pas quand même que ça peut avoir un effet moins impression papier, Bitcoin papier? Totalement.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va voir dans les détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'a que entre guillemets, le cahier des charges rêvé qu'on voit. Maintenant, dans l'application du sujet, on va voir exactement comment ça va se faire. Mais effectivement, un ETF spot typique, normalement, il est censé être complètement couvert derrière en physique. Donc, il est censé stocker l'équivalent de ce qu'il a vendu en papier, etc., etc. Donc, ça, c'est juste extraordinaire parce que, en tout cas pour le prix, pour l'adoption, je ne sais pas, en tout cas pour le prix. Mais oui, ça, clairement, ça devrait avoir un effet assez important. Surtout qu'on sait que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces contrats financiers, parce que ce sont des contrats, sont très intéressants à un point de vue pratiquement unique, qui est celui des taxes. C'est que c'est très efficient en termes de taxes. Et ça, c'est vraiment pour ça que les gens, d'ailleurs, peuvent en faire des produits même pour la retraite, ou enfin, tu vois, des produits de pension et des trucs comme ça. Et donc, ça peut concentrer énormément. Voilà, exactement. Et ça peut concentrer énormément de fonds parce que, justement, souvent, dans la plupart des pays, tu as des incitations fiscales à passer par ces produits émis par les banques qui, certes, vont pas pouvoir mettre du 100% de Bitcoin dedans. Peut-être qu'elles pourront mettre que du 5%, mais c'est déjà top, c'est déjà fou. Et d'ailleurs, on le voit hein, quand tu regardes un peu tous les agréments PSAN qui sont passés par des acteurs institutionnels en ce moment. En France, c'est principalement de la custodie. Tu vois. Donc vraiment le fait de pouvoir détenir du Bitcoin ou peut-être des actifs avec du Bitcoin en sous-jacent et pouvoir les transformer peut-être à leur guise en produits financiers plus accessible à tout le monde. Et l'avantage que ça a, entre guillemets, par rapport à ce qu'on parlait, par rapport à un ETF hors spot, c'est beaucoup plus facile pour une institution, une entité de détenir des bitcoins que de détenir des palettes de lingots d'or. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, mais c'est aussi beaucoup plus facile. Je dis ça à un Suisse, peut-être que je m'avance un peu, tu vois. Mais... Non, mais par contre, c'est aussi beaucoup plus facile de les perdre. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'on a tendance à un peu oublier, c'est que les banques d'aujourd'hui sont pas mieux armées que les FTX de l'époque pour ne pas, ou les Gox, non peut-être pas Gox parce que c'était vraiment un cas de Coinbase. Est-ce que tu crois qu'il y a un... regarde, les ETF américains, il y en a, je crois... sur Coinbase, ouais, effectivement. 8, ils sont sur Coinbase, quoi. Ouais. Mais donc, à terme, une fois que Coinbase sera le custodian de 50% des bitcoins jamais émis, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et franchement, c'est un vrai sujet. Et puis, surtout que ça devient un sacré pot de miel. Enfin, il y a un moment où ce pot de miel-là, aussi bien et leur sécurité... voilà, tu peux avoir une dizaine d'employés qui se mettent ensemble parce qu'ils ont distribué entre guillemets, ils ont distribué les responsabilités sur 10 employés, donc il ne peut pas y en avoir un qui défraude l'entreprise, mais s'il en faut 10, c'est que les 10 à un moment, c'est pour voler des centaines de milliards, est-ce qu'ils ne se mettent pas d'accord? Enfin, voilà, la collusion, oui, c'est même pas pour les voler, tu vois, ça peut être aussi pour juste déstabiliser au bout d'un moment, quand ça a une énorme valeur. Oui, ça pose des problèmes de sécurité importants. Et je ne sais pas si c'est au cœur de la réflexion actuelle, mais effectivement, que ce soit en termes de centralisation, que ce soit en termes de gardiennage, etc., effectivement, on a des problématiques qui sont un peu différentes de la Casa des Papel, quoi, sur ce coup-là. Ouais. Moi, je suis assez curieux de voir un peu comment tout ça va se passer, justement. Mais bon, effectivement, pour le prix, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et je pense que même à terme, c'est plutôt bien en général parce que c'est un premier pas. Les gens, si déjà ils peuvent s'exposer au Bitcoin, même d'une manière papier, derrière, voilà, le jour où il y aura des vrais problèmes plus profonds dans le système monétaire ou dans le système bancaire de manière générale, le système financier, pardon, plus général, les gens comprendront beaucoup plus rapidement l'intérêt de switcher en Bitcoin physique parce qu'ils sont déjà exposés sur la version papier. Donc finalement, l'un dans l'autre, je suis pas mécontent. Hein. Je pense que c'est une bonne chose. J'aime juste faire un petit peu des fois l'avocat du diable et challenger un peu l'enthousiasme du sujet parce qu'effectivement, comme tu l'as dit juste avant, philosophiquement parlant, oui, ça apporte certaines contradictions. On se trouve à avoir créé un outil qui était à la base un outil de contestation, un outil pour faire des révolutions pacifiques, un outil qui est fabuleux, et ça devient un instrument financier de l'ancien monde qu'on voulait combattre, quoi, quelque part. Mais voilà, mais ça va être rigolo. Je pense ça va être intéressant. Après, dans une société où il y a de moins en moins de cash, et les gens ne se rendent pas vraiment compte de la liberté que peut procurer le cash, notamment les jeunes, entre guillemets, en termes
traçabilité. C'est vrai que c'est peut-être moins pratique, on peut effectivement le voler, etc., le perdre, c'est un peu différent. Mais en tout cas, moi, je sais pour avoir parlé avec un ami il y a quelques semaines et l'avoir aidé avec une ledger, etc., le déclic est toujours le même. Tu sais, quand tu te rends compte qu'au final, la crypto que tu as, elle est sur ton ledger et qu'au bout du compte, elle t'appartient, et ben en fait, tu as toujours ce déclic qui fonctionnera, à mon avis, qui est le déclic de la propriété, quoi. C'est quand même pas pareil, tu vois, d'avoir un billet de 10 sur son compte en banque ou un billet de 10 dans ta poche. Et c'est la même chose pour du Bitcoin une fois que tu as passé la barrière de l'actif virtuel, entre guillemets. Tu vois. C'est exactement ça. Et puis même, je dirais encore plus loin, c'est que finalement, oui, quand tu fais ta première transaction, tu trembles parce que tu as l'impression que si tu fais ta première transaction on-chain, évidemment, hein, pas sur Coinbase ou pas sur Binance, mais une vraie transaction on-chain, la première fois que tu l'as fait, tout le monde est. Voilà, il va prendre 15 minutes parce qu'il va triple-checker tout ce qu'il a rentré, il va trembler au moment d'appuyer sur entrée, etc. Mais en fait, une fois que tu as compris, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est ni plus ni moins ce que tu as déjà l'habitude de faire. Voilà, après, il y a une forme d'éducation à avoir, hein, c'est clair. Il y a une forme de prise de conscience sur les risques qui existent parce que voilà, tu es aussi ton propre banquier, donc tu es aussi à risque qu'on vienne te chercher toi. Mais de manière générale, voilà, si tu suis les bons préceptes, si tu écoutes justement votre chaîne voilà, qui rabâche tout le temps les principes de base de sécurité. Non, mais c'est vrai, parce que nous, encore récemment, voilà, ça nous arrive, pas souvent, mais ça arrive régulièrement qu'on ait un client qui nous contacte en nous disant « Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message privé en se faisant passer pour vous et qui m'a demandé les 12 mots et je leur ai donné et j'ai tout perdu. » Enfin, voilà, et c'est malheureux, mais c'est des choses qui arrivent encore. Donc l'éducation, elle doit être permanente. Et d'ailleurs, elle appartient à tout le monde. Hein. C'est pas qu'une éducation qui vient d'en haut vers en bas, mais c'est voilà, c'est tes potes, voilà, lors de l'apéro, à chaque étape, c'est répandre la bonne parole et en même temps aussi expliquer aux gens le fait que ça vient avec des responsabilités. Et donc voilà, il y a des principes de base de sécu à respecter quand même. Oui, tout à fait. Après, bon, ouais, vas-y. Si on fait un petit résumé là par rapport aux ETF, c'est vrai que la sécurité, c'est vraiment un des domaines les plus importants hein, liés à la blockchain et à la crypto. Surtout quand on l'a vu, les vecteurs d'attaque sont nombreux et de plus en plus ingénieux par téléphone, par mail. Il y a des gens qui se sont fait scam. Il y en avait un ou deux qui étaient venus témoigner sur notre Discord. Il était à l'école, le gars avec son enfant ou je sais pas quoi. Et en gros, il disait que s'il n'avait pas été dans une situation où il était à la maison posé et tout, ça ne se serait pas passé, il n'aurait pas fait la transaction à la volée. Et là, on est resté un quart d'heure avec lui au téléphone, 20 minutes, enfin, je ne sais plus trop comment ça s'est passé exactement. C'était quelqu'un qui s'est fait passer pour un employé de Ledger. C'était un discours très clair, très bien mené, super technique avec des termes et tout que seuls les crypto-natifs peuvent connaître, entre guillemets. Et le gars, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il était en train de transférer ses fonds à l'arrache sur le téléphone, etc. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'est passé ou s'il a donné directement ses clés privées et il s'est tout fait siphonner, quoi. Donc, il est rentré chez lui demi-heure ou une heure après. Il a déposé plainte immédiatement puisqu'il s'est rendu compte dans la foulée du scam. Je ne sais plus si Binance a bloqué les fonds, s'il y a eu un truc. Bref, je crois qu'il a réussi à retomber sur ses pattes. Mais c'était quelqu'un d'éduqué. C'était quelqu'un qui n'avait jamais sorti sa ledger ou qui n'avait jamais communiqué ses mots. Et en gros, il détaillait tout le cheminement où il était avec son enfant à l'école en train de le récupérer et il a perdu ses moyens en fait. Il était en train de faire autre chose. Quelqu'un qui t'appelle en mode on est en train de voler tous, de vous siphonner votre ledger. On est là pour vous aider. Vous inquiétez pas, c'est le service officiel Ledger, on sait ce qu'on fait, etc. Et le gars, il s'est fait dérober 30 ou 50K. C'était toutes ces économies qu'il avait réussi à avoir en crypto. Donc, c'est vrai qu'il y a des vecteurs d'attaque maintenant qui sont super vénères. C'est vraiment très, très compliqué, même pour des personnes éduquées. Des fois, selon dans le moment justement de vie dans lequel tu te retrouves, de ne pas tomber dans certains pièges, même pour des personnes qui savent. Et c'est là où je me dis que dans les années à venir de plus, avec les trucs d'IA, avec les trucs de fausses voix, de machin, enfin, ça va devenir atroce en fait de ce côté-là. Tu as un petit tips, hein, moi je peux te donner un petit tips, mais par exemple,
Genre, s'il doit y avoir une conversation qui parle d'argent, en fait, si c'est pas moi qui l'ai initiée, en fait, elle n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que si on m'appelle pour me parler de mon argent, entre guillemets, que ce soit n'importe quoi, même dans la vraie vie, hein, j'entends, c'est jamais le bon moment. C'est jamais OK, je vous écoute. Non, c'est pas le bon moment, je vous rappelle. Et en fait, ça, c'est un truc où ça limite déjà les arnaques, parce que là, on parle de crypto, mais des arnaques, tu sais, il y en a eu des. Enfin, il y en a par mail, il y en a par machin, mais en fait, si c'est pas toi qui initie cette discussion, en fait, c'est qu'elle n'a pas lieu d'être. C'est que j'en ai pas besoin. Si ma banque m'appelle pour un truc, je vais dire ouais, ok, très bien, je vais vous rappeler, ça peut attendre. Et je vais rappeler moi-même la banque, et ça peut être 10 minutes après. Hein. C'est pas obligé d'être 2 semaines après. Hein. Mais au moins, ça va permettre de redescendre. Quoi. Nous, si tu veux, aujourd'hui, on le vit d'ailleurs. On pourra en parler après d'ailleurs à propos du no KYC, parce que ça fait partie des choses qu'on va devoir restreindre à cause de ça. Mais il y a une épidémie en ce moment, et c'est chez toutes les banques, et toutes les banques nous le disent. Voilà, il y a une épidémie de faux sites qui mimiquent le site de la banque, et puis les mecs essaient de bien se lister sur Google pour attirer les gens à venir rentrer leur login password directement sur le faux site. Il y a le coup typique de je t'appelle le vendredi à 17h ou à 16h55 juste avant la fermeture des banques, machin, à te mettre un coup de stress pareil où il faut agir tout de suite parce que sinon tu vas perdre tout ton compte épargne. Et en fait, les gens, souvent, malheureusement, se font avoir dans des moments de leur vie où ils sont un peu plus, voilà, comme tu dis, ils sont en stress, ils ont autre chose à penser, il y a un mec au téléphone qui leur met un gros coup de stress et donc finalement ils donnent tout. Et donc ils vont donner, y compris le SMS de validation, tu sais, le deuxième facteur d'authentification, ils vont le donner par téléphone aux hackers, etc., etc. Et les mecs après vont vider leur compte épargne. Et évidemment que quand tu vides le compte épargne de quelqu'un, c'est pas pour te transférer sur ton compte à toi, c'est pour acheter des bitcoins en général, enfin, ou bref, de la crypto de manière générale, parce que tu sais que l'autre côté est irréversible. Et voilà, et donc il y a beaucoup de gens, on voit aujourd'hui, beaucoup de gens qui essaient d'exploiter les plateformes de crypto comme des portes de sortie pour les scams tradis. Hein. Il n'y a pas que des scams crypto, hein, il y a aussi beaucoup de scams tradis et ils essayent d'utiliser la crypto comme porte de sortie. Ouais, et je confirme, j'ai eu une histoire dans une personne que je connais très bien qui, pareil, je pensais pas que ça pouvait arriver à une personne qui a tous ses moyens et tout ça, hein, mais typiquement, une banque, c'était le numéro de la banque, c'était à peu près la même voix que sa conseillère habituelle, une jeune femme avec qui elle échangeait de temps en temps. Et elle est tombée, mais en plein dedans, et la personne a fait un virement de 2500 balles ou un truc comme ça. Donc, sur un vrai compte, avec un vrai numéro de la vraie banque. Et franchement, ça prend des proportions. Tu te dis, c'est vraiment fou, quoi. On vit dans un monde de fous maintenant. Et je me demande avec les IA et tout, jusqu'où ça va pouvoir aller. Ça va être très, très compliqué, quoi. On voit des trucs de dingue, là, maintenant. Ça devient bluffant. J'ai l'impression, en fait, que, je sais pas, quand je vois les trucs d'IA, j'ai l'impression qu'ils ont gardé ils ont serré les fesses pendant 3 ans et ils lâchent tout d'un coup, quoi. Tellement ça part en l'espace de. Bon, ça fait quoi, 1 an maintenant, peut-être qu'on est dedans? Même pas, c'était au printemps dernier, ça fait 9 mois. Bon, après, il y a dû avoir beaucoup de travaux en amont quand même. On en voit l'aboutissement maintenant, mais si on dit que l'IA, si on dit que l'IA existe que depuis 9 mois, on va se faire taper dessus, à mon avis. Mais globalement, je pense que ouais, c'est un certain aboutissement, c'est une explosion du domaine. Et ce qui est drôle, c'est, plutôt que de partir immédiatement sur ça, on va faire un petit aparté ensuite. Je voulais juste clôturer sur ce que vous disiez avant par rapport au Bitcoin papier et les ETF et les Bitcoins physiques. Donc, c'était juste pour recontextualiser aussi le fait que, à ce jour, le flottant en Bitcoin réel, je crois qu'il est de l'ordre de 3-4 millions, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas perdus, ceux qui ne sont pas stakés sur une ledger ou mis de côté, quoi, ceux qui accumulent du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Les hacks, les piratages, tout ça, tout mis bout à bout, apparemment, il n'y aurait que 3 ou 4 millions de Bitcoin en circulation. Et c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question de à quel point, depuis qu'il y a eu le futur CME en décembre 2017 et les options en janvier 2020, peut-être 2021, mais je crois que c'est 2020 les options,
ça a quand même vachement dilué l'offre réelle. Si on n'avait pas eu de produits dérivés d'un autre côté, est-ce qu'on aurait eu autant de volume qui serait venu sur le marché crypto? Je pense pas. Notamment les stablecoins et tout qui ont connu l'essor et l'envol qu'on leur a connu et qui ont permis de faire rentrer pas mal d'argent. Mais au travers des futurs et par la suite des options, c'est vrai que à ce jour, est-ce qu'on peut considérer qu'on a plus que 21 millions de Bitcoin au marché en comptant le papier? Et c'est là où je me dis, quelque part, et je vous laisserai contre-répondre si vous avez un autre avis, et je pense que vous alliez un peu déjà dans ce sens tout à l'heure, on a eu beaucoup de futurs qui étaient des futurs qui servaient à shorter massivement, et c'est ce qui a déclenché le top de la bulle en décembre 2017. Lorsque le futur CME a été introduit, on était à 20 000, on était au top de la bulle, et ils l'ont fait éclater en bonne et due forme. C'était l'arrivée petite porte entre guillemets institutionnelle, mais qui a fait mal au bon endroit au bon moment. Là, plus récemment, il y a de nouveau eu un futur short Ethereum pour le CME. Et derrière, je me dis que l'ETF spot, en devant posséder des vrais bitcoins physiques, entre guillemets, je ne sais pas si on peut les appeler ainsi, devrait créer un certain rééquilibre par rapport à tous ces produits dérivés papier qui ont permis de diluer, mais surtout de shorter. Puisque quand tu regardes les positions du futur CME, entre 2018 et 2020, je les regardais tous les 10 jours et tout ça, je crois que c'était actualisé, ils étaient mais short à fond les ballons, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors peut-être que c'était pour se couvrir sur des positions longues ou sur des mineurs et tout, puisque même l'industrie du minage se couvre sur les futurs, mais pour moi, ça a toujours été assez nocif, entre guillemets, depuis l'introduction des futurs. Je voyais ça comme un truc assez négatif. Bah ouais, t'as raison. En fait, c'est vachement bien pour la liquidité globale du marché, mais effectivement, ça a tendance à absorber une partie des nouvelles liquidités qui entrent et donc forcément à ce que ça n'aille pas sur le spot. Et c'est clairement ce qu'on a vu au précédent cycle. Après, il y a même eu encore l'autre cas, hein, qui est encore pire, effectivement, c'était beaucoup de gens à une époque avaient confiance dans des entités centralisées et allaient prêter leur Bitcoin à ces entités-là pour avoir du rendement sur un actif qui restait sinon au coffre, quoi. Et en fait, le rendement, il était une fois sur deux dérivé du fait que les mecs faisaient de l'autre côté, reprêtaient ça à des short-sellers, tu vois. Donc, ça servait à shorter le Bitcoin, en fait, typiquement. Donc, le mec qui est super convaincu de son Bitcoin et qui est machin, qui y croit à mort et qui se dit, tiens, je vais refiler ça à Celsius pour récupérer un peu d'yield, bah, en fait, derrière, il a participé quelque part à ce qu'il y ait plus de vendeurs qui arrivent sur le marché. Donc, c'est ça qui était assez marrant. Après, ça n'a pas été que le seul cas d'usage de ces prêts de Bitcoin. Mais... Non, mais pour SBF, il a été même encore plus fort puisqu'il a réussi à le revendre une deuxième fois à ceux qui l'avaient déjà acheté. Donc les gens ont racheté. Il a zéro inventaire Bitcoin. D'ailleurs, c'est marrant, c'était un peu la théorie qui avait pop avant que FTX soit en déroute, que le second top du bull run de 2021 à l'automne, ça avait été drivé par FTX pour justement faire sortir pas mal de liquidités des altcoins, etc. Donc, on ne saura jamais dans la pratique, mais une fois qu'on a eu le fin mot de FTX en 2022, et notamment ce qu'il faisait avec les fonds des clients et tout, bah, c'est à se demander effectivement si le second top de l'automne 2021, c'était pas drivé par toutes ces entités, et peut-être Three Arrows et quelques autres, quoi. Après et tu vois, depuis tout à l'heure, on parle aussi des ETF, il y a un truc qui vient de me venir en tête, mais il y a ceux qui vont acheter l'ETF effectivement parce que c'est un produit facile, intégré dans une trésorerie, etc., déclaré, etc. Mais il y a peut-être aussi des gens, et on l'a vu avec Grayscale, mais qui sont peut-être au final au courant que avoir du Bitcoin, c'est quand même une bonne chose, et que quand c'est des entreprises, c'est peut-être plus facile d'avoir un ETF, mais un ETF spot, peut-être qu'ils vont capter la valeur, grosso modo, de posséder, même si c'est pas de façon de façon, enfin, de posséder en vrai, puisqu'ils l'auraient sur leur ledger, mais de posséder d'une certaine façon une partie d'un actif qui est sous forme d'ETF, mais qui est un ETF spot, et donc ils auraient l'impression quand même de posséder du Bitcoin avec ça. Je ne sais pas quels sont les garde-fous qui sont mis en place pour être sûr que le sous-jacent n'existe pas, bien, mais j'imagine que c'est audité, etc. Mais ça peut peut-être aussi
peut-être que les gens qui vont acheter ce genre de produit aussi peuvent espérer avoir un vrai produit et pas un CFD comme on peut avoir sur certaines plateformes comme les gens qui achetaient sur Revolut ou des choses comme ça. Tu Ouais, mais ça, je pense que je suis assez d'accord avec toi, c'est clair. Moi, je suis même assez convaincu. Puis même, encore une fois, on en revient à tous les fonds de pension et à tous ces organismes-là. S'ils mettent ne serait-ce qu'un 0, de leur portefeuille dans un actif tel qu'un Bitcoin ETF, ça serait fou. Enfin, vois. c'est Mais vrai. ils sont assez intelligents pour savoir qu'en achetant un ETF spot, en fait, ils détiennent d'une certaine façon ce Bitcoin, même s'ils passent par un tiers de confiance. Mhm. Moi, je pense que la proposition, je ne vois pas des gens sérieux passer à côté de la proposition de valeur de Bitcoin uniquement pour des visées de diversification, de spéculation. Je pense que quand on investit dans Bitcoin, même si c'est effectivement un actif spéculatif et qui performe depuis plus de 10 ans, euh, et qu'on espère qu'il performera encore, je pense que derrière, on est à un moment ou à un autre, quand on s'y intéresse, touché justement par, j'allais dire par la grâce, mais en tout cas par ce que ça représente au-delà de juste la détention. Non, je suis d'accord. Non, puis même en général, je trouve que c'est super élégant de pouvoir proposer aux gens des produits de retraite. Tu sais, je sais pas comment ça marche en France, mais en Suisse, tu sais, tu as une partie de la retraite qui est étatique, tu as une partie qui est privée, et puis tu as une partie qui est, on va dire, facultative, que tu peux faire tout seul, mais qui est défiscalisée aussi, puisque c'est pour ta retraite. Et donc, si dans cette partie-là, on te laissait avoir un petit bout de portefeuille Bitcoin et que tu vois, du coup, tu peux faire du DCA et qui est déductible de tes taxes en fin d'année, c'est juste génial, quoi. Oui, bon, en France, c'est un peu pareil, tu as celle par répartition, tu peux avoir des produits à côté pour arrondir, pour faire des rentes, des trucs comme ça, et puis après, bah, L'intérêt, tu peux il est dans l'argent que tu mets de côté. Hein. Je disais, ouais, tout l'intérêt, il est dans l'optimisation fiscale. Ouais, alors, l'optimisation fiscale en France, ouais, il faut voir. Je Ouais, ne c'est ça. rentrerai pas dans le sujet. Tu achètes ça dans les produits d'épargne ou les produits retraite ou les produits bidules, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, ça Bah, des Peut-être sort. fois, un il y a jour, des il y a des tu niches. pourras mettre un semblant d'ETF Bitcoin dans un PEA, qui sait. Ah, ce serait fou, hein, Oh, ce bah, serait bien. c'est sûr, ça, moi j'y crois. Oui, c'est pour ça que je te disais, quand les banques font de la custodie, etc., je pense qu'elles vont elles-mêmes détenir d'une façon ou d'une autre des actifs crypto et les proposer. Et, et- et elles vont les faire travailler également, tu vois. Et en fait, c'est tout. Enfin, moi, je suis pas là pour parler du projet sur lequel je travaille, mais c'est toute l'idée que moi j'ai derrière. C'est qu'en fait, je pense qu'en fait, les actifs crypto sont des actifs comme d'autres et qui peuvent être mis au travail et qu'aujourd'hui, eh ben, il manque un chaînon dans ceux qui proposent justement, qui ont cette connaissance et qui peuvent proposer aux autres des produits justement structurés qui font travailler les actifs. Alors bien sûr, on va parler plutôt d'actifs qui ont un rendement sur un service qui rende, hein, qui génère en fait du revenu, un vrai revenu, pas juste de la shitcoinerie ou du Ponzi comme 95% des tokens et de ce qu'on fait en règle générale. Mais l'idée vraiment d'avoir des gens qui savent comment générer du profit avec les cryptos, en sachant comment ça fonctionne et pouvoir créer des nouveaux produits qui puissent être justement après distribués au plus grand nombre, que ce soit par ça commencera, moi je pense, par des entités comme des wallet providers, comme des Mon Pèlerin, comme d'autres qu'on a reçus, tu vois, on a reçu Finari, Trade Republic, tu vois, des sortes de néobanques comme ça, des choses comme ça. Et je pense qu'au bout du compte, on va avoir tout un pan de la DeFi qui va se spécialiser là-dedans et qui sera un service provider pour les banques. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ouais, bah, je pense aussi. Clairement, c'est pas les banques qui vont se lancer en premier là-dedans, parce que les banques sont plutôt Non. ce qu'on appelle des fast followers que des leaders. En plus d'avoir une grande aversion au risque, donc d'une manière générale, c'est plutôt un risque qu'elles vont déléguer à des acteurs plutôt typés crypto, en tout cas dans un premier temps. Puis tout ce qui va cartonner et bien marcher, c'est des choses qu'elles répliqueront en interne chez elles. Et du coup, ça me permet de faire la petite intro, le petit switch vers justement Mon Pèlerin, dont tu es le CEO, Arnaud. Donc, je précise, puisque
je pense qu'il est bon de préciser au maximum que nous n'avons aucune relation commerciale hein, de quelque nature que ce soit. Tu ne m'as pas sponsorisé pour venir ce soir et je n'ai pas de sponsoring ou quoi que ce soit pour mon pèlerin. Et depuis le début d'ailleurs que l'on se connaît, il n'a jamais été cas de quelque nature commerciale que ce soit. Donc au moins c'est dit avant de présenter ton produit. Et donc mon pèlerin que pas mal de gens, que ça soit en France, en Belgique, en Suisse et un peu partout en Europe, utilisent déjà et connaissent déjà. Mais c'est vrai que la France et la Suisse un peu plus en particulier, je suppose que ça représente voilà, la majorité de vos utilisateurs, permet de rentrer, de sortir de crypto euro, d'euro vers crypto et notamment à partir de certains montants, enfin jusqu'à certains montants, de ne pas avoir de KYC, mais peut-être que ça va évoluer vu à la vitesse à laquelle justement le monde et la régulation évoluent autour de nous. Donc, si tu as envie de nous faire une toute petite rétrospective de ce que propose mon pèlerin, depuis quand vous existez, pour les débutants qui vont découvrir ça ce soir éventuellement, bien que là, je pense qu'on est encore en phase de récupération de bear market et que c'est pas franchement un auditoire de débutants, mais c'est vrai que la proposition de valeur que vous avez au travers de votre produit, ça va totalement dans le sens de l'utilisateur qui, comme tu le disais tout à l'heure, reprend possession pleinement et de ses moyens et de ses finances. Et je crois que l'objectif final aussi, là aussi sans trop m'avancer, tu en parleras si tu as envie, ça serait d'avoir un IBAN et tout ça dans un second temps qui permettrait de faire absolument tout ce qu'on veut, où on veut, sans avoir peur de se faire fermer le fameux compte en banque, justement. Donc, je te laisse la parole et on t'écoute attentivement. Ok, merci. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, peut-être juste pour une petite intro rapide déjà. Donc, effectivement, et mon pèlerin, on existe depuis 2018. C'est la date à laquelle on a incorporé l'entreprise. On est assez connu en Suisse pour avoir été la première société à avoir fait c'est vraiment une vraie première mondiale, c'était d'incorporer nos actions dans des tokens et de faire reconnaître ça comme une chose unique. C'est-à-dire qu'un token holder est un shareholder, hein, donc un porteur de jetons est un actionnaire. Et donc, en cette qualité, il est reconnu et protégé par la loi suisse et pas seulement par un contrat de droit privé. Donc, avant nous, il y avait eu évidemment beaucoup d'émissions de tokens, certains tokens qui s'appelaient des security tokens, certains tokens qui voulaient mimiquer des actions, etc., mais qui, légalement parlant, n'en étaient pas. Donc, c'était des contrats de droit privé qui liaient finalement l'entreprise et le porteur de jetons. La plupart de ces contrats, voire la totalité de ces contrats, si on lisait bien les petites lignes, il y avait toujours écrit qu'en gros, l'entrepreneur, il peut changer d'avis à tout moment et faire ce qu'il veut, en fait. Voilà, donc tu es protégé par rien. On va dire par la confiance que tu accordes dans l'entreprise et les porteurs de projets. Donc voilà, donc finalement, nous, ce qu'on a voulu changer dans ce truc-là, ça a été vraiment de faire une preuve de concept et de dire non, mais on peut réellement incorporer des actions dans des tokens. Donc ça a vraiment été le début de l'entreprise. Depuis, on fait partie des entreprises qui, comment on peut appeler ça, pas qui lobby, c'est pas le bon mot, mais enfin en tout cas qui participent à l'éducation du régulateur suisse, qui participent aux discussions, qui participent à l'établissement des nouveaux règlements, etc. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne crois pas qu'en Suisse, on va avoir les 1000 francs sans KYC qui vont disparaître d'ici tôt. C'est déjà plus faible que les taux normaux, enfin, on va dire que les seuils normaux pour le cash. Donc, a priori, c'est quelque chose qui est là pour rester. Maintenant, pour nous, dans l'application, il est peut-être plus dans la question des fraudeurs et de ce genre de choses, qui est plus problématique, mais dans la question de l'encadrement de la loi, c'est ça. Après, voilà, donc nous, on est une boîte on fait de l'on-off-ramp. En fait, on a deux sujets. En fait, on a un d'un côté, du coup, la tokenisation, parce que c'est quelque chose ce qu'on a fait pour nous, on le réplique pour des clients. Donc, on va s'occuper de tout ou pas, enfin, tout ou partie, en fait, ça dépend de ce que veut le client, aussi bien la partie technique au travers du bridge protocol pour l'émission de titres ou même de token utility, etc. La partie financière, c'est-à-dire avoir des comptes qui permettent de collecter des fonds de tierces parties de manière proprement documentée. Donc, c'est là où on va s'occuper aussi de la compliance, etc. Et puis après, il y a la partie on-chain, donc c'est la partie livraison dans un vault
des tokens via des automations on-chain. Donc voilà, ça c'est la partie qu'on offre sur la tokenisation. Puis l'autre côté, il y a la partie on-off-ramp pure. Donc on-off-ramp, finalement, c'est quoi? C'est du courtage bête et méchant de crypto, mais dans laquelle la finalité, c'est de livrer le client dans un wallet qu'il contrôle et sur lequel on n'a pas de pouvoir de disposition. Donc, qu'il soit depuis sa Ledger, son MetaMask, son Trésor ou le Bridge Wallet, qui est un wallet non custodial qu'on propose pour faciliter l'onboarding des clients, peu importe. L'idée, c'est que vraiment, nous, on transacte et qu'à aucun moment, on ait les fonds clients sous notre contrôle. Ce qui veut dire que même si demain, on a quelqu'un, un État, une institution, n'importe qui viendrait nous demander de saisir tes fonds, de les bloquer ou de je ne sais quoi, on ne serait pas en capacité de le faire puisque on n'a tout simplement pas de pouvoir de disposition sur les fonds. Donc ça, c'est vraiment crucial. Et parce qu'il faut rappeler, comme tu l'as dit d'ailleurs un petit peu avant, c'est que philosophiquement parlant, on a créé Bitcoin, on a créé la crypto de manière générale, pas pour en faire forcément un casino géant, même si c'est très marrant. C'est avant tout un outil de contestation, un outil, je dirais même un peu plus loin, de révolution pacifique. Encore une fois, une révolution, normalement, tu dois couper des têtes, c'est violent. Là, on t'offre un outil où tu peux juste dire, non, moi, je suis pas content avec le système bancaire actuel, le système financier actuel. Je peux opt-out parce que j'ai un outil parallèle qui est libre et ouvert et voilà, libre à n'importe qui de le rejoindre, quoi. Et donc ça, c'est assez fou en tant que tel. Et de se rendre compte que n'importe qui peut reprendre ce pouvoir-là, et grâce à un réseau qui est finalement géré par des maths et plus par un tiers de confiance. Donc ça, c'est vraiment la partie fascinante, et c'est pour ça que nous, on pousse énormément dans tout ce qui touche à l'éducation sur la self-custody. Et voilà, nous, c'est vraiment notre motto. On ne veut pas du tout devenir un Coinbase, on ne veut pas du tout devenir un exchange tradi. C'est justement l'inverse de ce qu'on veut faire, parce que notre mission à nous, c'est le changement de paradigme. C'est pas de rester dans l'ancien monde et d'échanger les vieilles banques contre des nouveaux exchanges un peu bancals. Donc voilà, donc ça c'est le point. Après, sur la partie on-off-ramp, on va avoir à nouveau deux divisions. On va avoir une division qui est grand public. Donc là, comme tu le montres à l'écran, ça se passe soit sur le web au travers de ce qu'on appelle le web widget. D'ailleurs, c'est un web widget qui peut être installé sur n'importe quel autre front-end, hein. Donc, c'est un web widget qui peut être mis. D'ailleurs, il est sur plein de projets. Il est même sur Aave, il est sur, je ne sais plus. Enfin bref, il y a une cinquantaine de sites web aujourd'hui qui ont mis notre widget pour faciliter l'onboarding de leur clientèle. Certains parce qu'ils font du yield on-chain, justement, comme tu disais, Manu. Voilà, ils offrent du yield on-chain, etc. Et donc, ils veulent aussi offrir l'opportunité simple pour les gens d'entrer, sortir vers leur compte en banque ou voilà, sortir finalement les rendements qu'ils ont fait sur leur compte en banque, etc. Évidemment qu'avec ça, c'est fait en 3 clics. Et puis, il y a évidemment la partie app. Donc, la partie app, c'est une app somme toute tradie, mais en fait, c'est un wallet. Encore une fois, non custodial, on n'a pas de pouvoir de disposition sur les fonds. C'est important de bien noter les 12-24 mots chez vous, parce que si vous les perdez, on ne peut pas vous rendre l'accès à votre wallet. Mais du coup, l'avantage de ce wallet-là, c'est qu'il est lié avec le service d'on-off-ramp, donc il est beaucoup plus simplifié on va dire, pour un primo-accédant qui aimerait démarrer et puis qui n'a pas forcément encore mis la main sur MetaMask ou Ledger, etc. Ça lui permet d'avoir un démarrage ultra simplifié. Alors évidemment, on ne recommande pas aux gens de stocker des grosses fortunes sur un wallet mobile, hein. C'est le principe d'un wallet mobile, c'est qu'un téléphone, il y a d'autres gens qui y ont accès. C'est facile de voir par-dessus votre épaule le code que vous tapez pour le déverrouiller. Enfin bref, il y a 1000 vecteurs d'attaque sur un téléphone. Donc évidemment que c'est comme tout portefeuille, c'est comme un portefeuille dans votre poche, vous n'avez pas tout votre compte épargne dessus. Voilà, c'est fait pour un portefeuille de démarrage ou un portefeuille de tous les jours. C'est pas fait pour stocker l'ensemble de votre épargne, évidemment. Donc voilà, en quelques mots, c'est un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose. Peut-être, dans les chiffres, on a aujourd'hui, je crois qu'on doit atteindre les 80 000 clients. Cette année, on a peut-être dû faire à peu près 1,5 milliard de volume. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais, ça commence à faire. Et du coup, les 100 000 pour 2024 au niveau des clients. Oh, on espère plus que ça. Nous, on est dans une phase où on est dans l'euphorie de la croissance exponentielle. Donc, l'idée, c'est pas de faire x2, mais c'est plutôt de faire x10. Enfin, voilà, on va voir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein. Non, mais après, nous, on est encore une fois, on est sur une niche
qui est la niche du self-custody. Donc, on sait que jusqu'à maintenant, et d'ailleurs jusqu'à pratiquement FTX, c'était 98% de l'espace. Hein, les gens tradaient et achetaient et vendaient à travers des centralized exchanges. Depuis FTX, clairement, on voit que la part de marché diminue des centralized exchanges et augmente vers les decentralized exchanges. Et nous, notre conviction, c'est qu'à terme, ces courbes vont s'inverser complètement. Et même, moi, j'ai même une vision encore plus loin, c'est que finalement, tous ces trucs du genre Uniswap, etc., seront des commodités du réseau. Aujourd'hui, c'est des projets qui vivent leur vie par-dessus le réseau, mais demain, à l'intérieur du réseau, tu auras des fonctions qui te permettront d'avoir un vrai order book du réseau en lui-même, où tu pourras placer tes limit orders et tu pourras avoir vraiment des... Voilà, et ce sera une commodité gratuite du réseau, qui te sera gratuite, tu paieras le gaz, mais qui sera offerte par le réseau lui-même et plus par des projets par-dessus. Donc, tu vas voir que tout ça va évoluer très, très vite. Et la notion de SEX, de Centralized Exchange, va, à mon sens, devenir pratiquement obsolète. Parce qu'encore une fois, c'est le but de toute cette industrie, c'est le but de ce qu'on fait. Il y avait deux personnes qui demandaient dans le chat au niveau des frais, comment vous vous positionnez, sachant qu'il y a le récapitulatif des frais dans tous les cas au moment où la personne passe son ordre, mais si tu peux le rappeler comme ça succinctement. Bien sûr. Donc nous, nos frais, ils sont très simples et très clairs et très lisibles. Ça varie entre 0 et maximum 1,3%. Donc ça, c'est les frais qu'on charge. Les 500 premiers francs équivalents, donc ça fait un peu plus de 500 €, sont aussi gratuits chaque année. Donc chaque année, voilà, la première fois que tu viens chez nous, tu as 500 € de transactions qui sont faites at market rate à 0. Et chaque année, tu as à nouveau 500 balles tes compteurs se reset. Si tu es actionnaire chez nous, en l'achetant de nos actions tokenisées, tu as encore plus de transactions gratuites, et ce jusqu'à au maximum 50 000, je crois que c'est 50 000 balles par an de transactions gratuites que tu peux obtenir avec ton statut maximum d'actionnaire. Voilà. Et donc ça, c'est les tarifs. Ce qui est par contre très important et qui est souvent pas forcément pris en compte par les gens parce qu'ils s'arrêtent souvent on va dire, à l'action promotionnelle de certains sites web qui affichent du 0%, c'est que le 0%, souvent, il cache un spread où tu peux garer un smearmork. Et donc, un spread, c'est la différence de prix entre l'achat et la vente. Hein. Et donc, on voit beaucoup de plateformes qui advertisent des tarifs de fou, qui machin. Et en fait, derrière, quand tu fais vraiment le calcul, tu te rends compte que c'est vraiment... c'est malhonnête, en fait, presque. Nous, notre taux, il est toujours au prix mid. Quel tu achètes ou tu vends, le taux est au prix mid. Et après, tu as notre commission par-dessus. Mais donc, déjà, il n'y a pas de frais cachés au sens qu'il y a un prix à l'achat et un prix à la vente. Alors, on a un prix de market. Et ce prix de market, ce soit l'achat ou la vente. C'est pareil sur le swap, parce que d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais on offre le swap maintenant. Donc, pas seulement le on-off ramp, mais aussi le swap. Hein. D'ailleurs, on va faire une promo assez cool pour le swap du SDC, pour le changer de chaîne, justement. Il faut faire un espèce de bridge, mais sous forme swap, sans frais, ou quasi sans frais. Et pareil pour changer aussi typiquement des bitcoins ou des lightning bitcoin, tu vois, parce que c'est quand même aujourd'hui, c'est pas évident pour le commun des mortels que de rapatrier ses sats sur lightning sur sa main adresse et inversement. Voilà. Donc c'est le genre de bridge entre guillemets qu'on veut créer. Il y avait une personne tout à l'heure aussi qui parlait du fameux futur IBAN, voire, j'ai plus la question, c'était un peu plus haut. Je ne sais pas si tu voulais en toucher un mot puisque c'est encore en phase de développement, voire, voilà, de savoir après peut-être un peu la vision que tu as par rapport à ça. C'est le step supérieur hein, de pouvoir proposer justement par la suite un IBAN qui permettrait de se sortir aussi un peu de cet état, comme on disait tout à l'heure, où on est totalement dépendant d'une banque qui fait un peu la pluie et le beau temps, quoi. C'est exactement ça. Donc elle fait la pluie et le beau temps et en même temps elle va t'embêter parce qu'elle ne comprend pas bien ces sujets. Aujourd'hui, tu fais un virement sur une plateforme centralisée, tu fais un virement à Montpellerin, tu fais machin, donc effectivement, ta banque, elle voit ça, elle peut freak out. Demain, évidemment, ce qu'on va apporter, c'est des IBAN et des IBAN nominatifs, ce qui veut dire que Arnaud Salomon va faire un virement à Arnaud Salomon et il n'y a pas de notion de crypto là-dedans, en fait. C'est comme si tu faisais un virement de ta banque BNP Paribas à ton compte en ligne N26, tu vois, par exemple. C'est de toi à toi. Ta banque, elle voit rien. Tout ce qu'elle sait, c'est que tu envoies ça sur une autre néobanque, mais c'est tout ce qu'elle sait, quoi.
Et c'est exactement en fait ce qu'on va faire là. Et on va aller même un cran plus loin, c'est-à-dire que ça va pas seulement servir à être un top-up ou à cash-out, mais ça va servir de compte en banque au sens pur du terme, c'est-à-dire comme un Revolut, mais on-chain. Donc tu pourras collecter ton salaire dessus, tu pourras payer tes factures, tu pourras tout faire, mais finalement, tu seras toujours en maîtrise de tes fonds parce que ce sera un IBAN, par exemple, tu vas avoir autant d'IBAN que tu veux. Tu vas pouvoir avoir un IBAN, mettons, en stablecoin euro, et puis tu vas pouvoir avoir un IBAN Bitcoin, un IBAN Ether, enfin peu importe. Quand quelqu'un t'envoie de l'argent sur ton stablecoin euro, ça va te créditer des euros sur ton adresse. Voilà, donc c'est encore une fois, tu seras ton propre banquier. Donc, ce sera comme une Revolut, mais on-chain et qui t'appartient. Et au moment de faire un payout, eh ben, tu auras le choix de payer on-chain, évidemment, ou de payer via un IBAN. Et auquel cas, si tu rentres un IBAN, en fait, tu fais un redeem chez nous. Et nous, on va processer la transaction pour ton compte, mais à la sortie, ça sort d'un compte à ton nom. Donc, c'est techniquement comme si Arnaud Salomon payait à Jean Tartampion un virement bancaire en CEPA classique. Voilà. Et donc, du point de vue du système bancaire en lui-même, il n'aura plus aucune notion il y a de la crypto au milieu. Ils ne pourront pas savoir que les users sont réellement en self-custody et sont opt-out d'un système qui, à mon sens, est en train de s'effondrer. Mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, il y avait une question qui était dans la continuité de si vous ne seriez pas embêté par rapport à Mika pour les clients EU à compter. Mika, je crois que l'entrée en vigueur, c'est 2024, c'est ça? Ouais, c'est en juin, je crois. Mais c'est pas du tout contraignant pour nous. Nous, on est une société suisse, on n'est pas une société européenne. Donc même si nous, en tant que société suisse, on voulait demander un agrément à l'AMF en France, on ne pourrait pas. Ils nous demanderaient d'abord d'incorporer une société en France pour ensuite la réguler. Nous, on est suisse, on est régulé en Suisse comme intermédiaire financier. On a une réputation et on jouit d'une réputation incroyable sur la place financière suisse. Parce qu'on a toujours bien fait les choses. Donc, on bosse avec quasiment toutes les banques de la place. Toutes les banques veulent bosser avec nous parce qu'elles connaissent le sérieux de nos dossiers et elles savent que la compliance est carré, même si ça peut paraître plus lax pour les Français parce qu'on dit 1000 balles par jour, c'est sans KYC. Oui, c'est que 1000 balles par jour. C'est pas des montants qui peuvent financer le terrorisme. On parle pas de choses qui sont aberrantes, même si je sais qu'en France, les seuils aujourd'hui sont quand même assez fous, même pour le cash, etc. On n'est pas du tout dans cette notion-là en Suisse, c'est des choses qui n'existent pas. En Suisse, tu peux payer une bagnole en cash, il n'y a aucun problème. Tu viens avec 100 billets de 1000 pour acheter une bagnole, ça se fait, c'est pas un problème. Donc ça, de ce point de vue-là, moi, ça me fait pas, c'est pas un problème. La réglementation MiCA, elle va s'appliquer aux sociétés qui doivent être régulées en Europe. Maintenant, elles vont pouvoir aussi embêter les sociétés étrangères, mais uniquement si elles font ce qu'on appelle du démarchage actif sur le territoire européen. Donc, c'est la même chose qu'une banque. Une banque suisse, elle a le droit d'avoir des clients français. C'est pas un problème. Une banque anglaise, elle a le droit d'avoir des clients français. C'est pas un problème. Mais une banque anglaise ne peut pas envoyer son banquier à Paris pour démarcher des clients. Ça c'est interdit. Voilà. À moins qu'elle ait une licence bancaire aussi à Paris, et auquel cas elle peut démarcher. Voilà. Mais pour faire du démarchage, il faut avoir une régulation locale. Et c'est le principe. Nous, en tant que société suisse, aujourd'hui, on s'interdit toute forme de marketing, toute forme de publicité, toute forme de, comme tu l'as dit au début, on ne paye pas de contenu en ligne ou de choses comme ça qui seraient dirigées. Voilà. Donc, on peut acheter des pubs en Suisse. Donc, c'est pour ça que des fois, sur Twitter, tu vas pouvoir voir des pubs en Suisse. Si tu passes un jour en Suisse, tu verras peut-être des pubs Mon Pèlerin, mais tu les verras que quand tu seras physiquement en Suisse et que tu ouvres ton Twitter depuis la Suisse et que tu n'as pas de VPN allumé. Voilà. Et ça, c'est entre guillemets malheureux pour notre croissance. Ça nous empêche un petit peu de grandir parce que par rapport à d'autres qui peuvent payer des influenceurs dans chacun des pays, qui peuvent avoir des stratégies ultra agressives d'acquisition de clients, nous, malheureusement, on ne peut pas. On est obligé d'être sur comment tu appelles ça, word of mouth, le bouche à oreille. On ne peut pas croître avec du marketing payant, actif, etc. Il y avait une question de Lemout Le Rouge. Est-ce que ça revient à ouvrir un compte en Suisse pour les Français, du coup, quand tu auras l'IBAN? Pas du tout, justement. C'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est magnifique, d'ailleurs. C'est même quasiment un point crucial, d'ailleurs, parce qu'avec Mika, et puis même, pas que Mika, mais même en amont, déjà, c'est déjà le cas aujourd'hui avec Binance, il y a ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations entre les gouvernements et les plateformes. Et nous, comme on ne fait pas de custody, et à aucun moment on ne prend du dépôt, jamais, et ben en fait, on n'est pas considéré comme un compte. On est considéré comme un bureau de change, si tu veux. Et c'est comme ton bureau de change physique avec lequel tu vas avec des euros pour acheter des livres sterling ou des francs suisses ou je ne sais quoi.
t'as pas de compte officiel à déclarer chez ce bureau de change parce que c'est pas un compte, c'est juste un acte unique tu peux répéter plusieurs fois par jour si tu veux, mais ça reste un acte unique à chaque fois d'achat auprès d'une boutique. Ça n'a rien à voir avec une banque qui va t'offrir un compte parce qu'elle va faire du dépôt pour ton compte. Ouais. Et donc là, vu que tu vas être en self-custody, que l'IBAN ne fait que de la transformation, l'IBAN, en fait, il n'aura vocation à garder ton argent que maximum 15 secondes. Il reçoit dès que le compte est crédité, c'est le temps qu'il faut pour échanger la valeur euro ou la valeur dollar ou la valeur franc suisse contre la valeur bitcoin, la valeur stable euro livrée dans ton wallet, etc., etc. Il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas l'air d'avoir compris. Du coup, je reprends la phrase de Sam Logan qui résume très bien le fait qu'à aucun moment vous détenez, vous, les fonds des clients. C'est vous qui les détenez. Vous avez vos clés privées, vos 12, vos 24 mots. Et en fait, au moment où vous voulez faire une transaction euro entrant ou euro sortant, là, vous sollicitez Mon Pèlerin qui vous font la petite conversion, comme tu dis, sous forme de bureau de change. Mais ce n'est pas eux qui détiennent vos fonds. Vos fonds, vous en êtes totalement responsable. Et même dans notre responsable. app, hein. Même dans l'app, encore une fois, c'est un wallet, c'est un vrai wallet. C'est un wallet qui va générer localement sur votre téléphone une clé et qui va vous donner une seed de récupération. Donc une seed, c'est une phrase, c'est 12 mots ou 24 mots qu'il faut noter et qui permet, si vous perdez votre téléphone, si vous le cassez, si quoi que ce soit, de pouvoir reconstituer votre wallet sur un autre device. Il y avait une question, une ou deux qui allaient dans le même sens. Est-ce que vous demandez des justificatifs de fonds ou des trucs comme ça au-delà du KYC à partir de certains montants? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On est intermédiaire financier, on est régulé, on est obligé de suivre les règles de conformité et de compliance classiques. On est obligé de tout documenter. Après, on a des seuils qui sont pas secrets, mais je peux pas les réveiller. Mais on a un arbre décisionnel effectivement, et on a en plus d'un arbre décisionnel, on a on va dire un risk engine qui va qualifier en fonction, est-ce que tu viens d'un pays à risque, d'un pays pas à risque, est-ce que le pattern de tes transactions est à risque, pas à risque, etc. Et en fonction, on va devoir documenter plus ou moins. Si tu transactes plus de 100 000 balles chez nous, typiquement, mais ça c'est la règle pour tout le monde, on va devoir aussi documenter un peu plus loin l'origine des fonds, le contexte économique, etc., etc. C'est normal. Voilà. Par contre, ce qui est très important, c'est que KYC ou pas, documentation ou pas, AML ou pas chez nous, on est soumis au secret des affaires suisses. Et ça, c'est vraiment un point qui est crucial. On n'est pas une banque, on ne prend pas de dépôt, on n'a pas d'échange automatique d'informations. On collecte les mêmes types d'informations que les banques et ces organismes-là, mais en revanche, on est soumis au secret des affaires. Donc évidemment que si demain, on a un juge qui vient nous demander de lever le secret des affaires parce que telle personne est un criminel notoire et que le juge vient avec une demande officielle, on va comply, ça, il n'y a rien à dire. Mais en tout cas, on ne sera jamais dans l'échange automatique d'informations, et ça, c'est le point qui est... Enfin, jamais, je ne sais pas, à moins qu'on nous l'impose un jour, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas le délire aujourd'hui en Suisse pour ces sujets. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est crucial. Et contrairement à la plupart, voire la totalité des autres sociétés, y compris les sociétés suisses d'ailleurs, les autres sociétés suisses, on fait tout en interne. On n'externalise pas, par exemple, le KYC. La plupart voire la totalité des autres sociétés, même celles qui se disent suisses, finalement, d'ailleurs, opèrent pas depuis la Suisse, mais bon, ça, c'est un autre débat, mais utilisent des prestataires externes qui font le KYC pour eux. Et en fait, on avait regardé, nous, à l'époque, parce que c'est vachement intéressant que de payer beaucoup moins cher des KYC plutôt que d'avoir des salaires suisses pour le faire en interne. Mais par contre, les privacy policies, donc je sais pas comment on appelle ça, les termes... CGB. Voilà, les termes... Conditions générales de vente. Mais ouais, mais les conditions générales, mais liées spécifiquement au côté privacy, hein, donc au côté de la sphère privée, quand tu le lis, tu pleures. Tu pleures réellement parce que tous ces prestataires de services-là, en gros, c'est open bar. Ils se réservent le droit de faire ce qu'ils veulent avec les datas. C'est échange automatique d'informations de l'autre côté avec qui ils veulent. Et en plus, le pire, c'est que ce n'est pas des boîtes régulées. La plupart de ces boîtes de KYC, finalement, as a service, les KYC as a service. Et c'est vraiment, en gros, le deuxième business qu'ils ont, c'est la data. Voilà. Donc nous, on est estomaqués par tout ça parce qu'on voit que tout l'écosystème utilise, on va dire, les 5 mêmes prestataires de services derrière, y compris pour les services bancaires aussi. On voit que quasiment tout le monde utilise les 5 mêmes. On a lu les conditions générales de chacun de ceux-là. Ça nous rend blême, quoi. Typiquement, nous, c'est à vomir vraiment ces conditions-là. Et a priori, en tout cas de ce qu'on nous en dit,
c'est qu'on est les seuls ever à avoir jamais essayé de les négocier. C'est que nous, on a dit non, mais ça, jamais on partage. Ça, on veut bien, au cas par cas, partager cette information sur les clients parce que éventuellement, on peut comprendre que s'il y a un client louche, on doit partager l'information. Mais, mais pour les clients qui n'ont rien de louche, qui tout va bien, il est hors de question qu'on les doxe de manière systématique, etc. Et ça, c'est vraiment que pour les plateformes étrangères. Sur les plateformes, enfin, nous, avec notre partenaire bancaire suisse, etc., on est vraiment ring-fence complètement d'un point de vue échange automatique d'informations, ça c'est clair. Et pour les personnes qui demandaient après en tant que Français par rapport au potentiel cash-out, c'est à vous qu'il appartient de déclarer votre cash-out. À partir du moment où vous faites un cash-out, vous êtes censé le déclarer au fisc, peu importe la façon dont vous le faites. Donc après, il y a des personnes qui disent pas vu, pas pris ou pas déclaré, machin. C'est vous et que vous que ça regarde, mais vu le nombre justement de recoupements qu'il commence à y avoir la plupart du temps, notamment quand vous utilisez des échangeurs centralisés, etc., que, comme tu disais, Arnaud, communique automatiquement les informations. Désormais, il y a peu de chances que vous passiez à travers les gouttes au travers du temps. Puis moi, je veux préciser quand même, voilà. s'il te plaît, c'est important. Nous, on n'est pas là pour faciliter ça non plus. Hein. C'est pas le sujet. On n'est pas là pour aider à la fraude fiscale ou à l'évasion fiscale ou à ce genre de choses. Donc, il est clair que chez nous, si on a un soupçon où il y a ce sujet qui rentre là-dedans, on va te bannir en tant que client. On ne garde pas des clients où on aurait un soupçon de fraude ou de je ne sais quoi. Clairement, mais si c'était un sujet il y a quelques années et tout ça, où il y a pas mal de gens qui s'amusaient encore, qui prenaient le risque de ne pas déclarer, c'est clair qu'aujourd'hui, ça va devenir très très difficile, je pense, pour les personnes qui ont pas fait justement cet effort-là d'être à peu près carré par rapport à leur cash-out et tout ça. Donc, ça serait dommage, notamment pour les personnes qui ont des petits montants, entre guillemets, de pas immédiatement prendre cette chose-là au sérieux. Et voilà. C'est après, comme d'hab, j'ai pas envie de me placer moi en policier qui va aller voir chaque personne pour dire j'espère que tu as bien déclaré. C'est pas du tout mon rôle, mais on est quand même là aussi pour vous rappeler le risque de ce que vous risquez justement à jouer trop avec ce feu-là, quoi. Surtout que là, ils ont quand même au niveau européen, ils sont en train de passer une loi au niveau mondial, je veux dire, de passer une loi, donc je ne sais plus combien il y a de pays, mais peut-être une trentaine de pays, d'échange de données au niveau des exchanges et de tout ce des exchanges centralisés, de tout ce qui concerne un peu les cryptos et les comptes sur lesquels vous auriez plus KYC. Et il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un petit boulot rétroactif une fois qu'il y aura des outils un petit peu plus. Il y a déjà des outils pas mal, mais qu'il y aura des outils un peu plus performants. Donc, faites attention quand même, parce qu'en plus, quand il y a des histoires de fraude ou de choses comme ça, on peut remonter jusqu'à 10 ans en temps normal, en tout cas en France. Donc voilà, ouais, c'est contrôle fiscal, c'est 3 ans, mais c'est 10 ans en cas de suspicion de fraude. donc voilà, après, on vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Après, je sais pas si tu as remarqué un peu pareil, Manu, mais j'ai la sensation aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont crispées par rapport à ce sujet en particulier, au fisc, même pour des tout petits montants. Genre, des fois, il y a eu des personnes qui disaient j'ai 100 €, 500 €, 1000 €, j'ai gagné un peu sur le marché crypto, j'ai envie de faire un cash-out de maximum, tu vois, 1000 €. Et il y a des gens, ils ont même peur de le faire, par la façon dont ils vont être traités, tu vois, derrière, comme si c'était encore un peu le truc presque illégal d'avoir des cryptos. Ouais, après, il faut quand même pas non plus tomber dans la psychose. Je me rappelle que j'ai déjeuné avec un gendarme de la brigade de cybersécurité, etc., il y a quelques mois. Il n'était pas du tout occupé à remonter les 100 balles, les 1000 balles ou les 10 000 balles de monsieur tout le monde. Il était vraiment sur des réseaux, des choses sérieuses, quoi. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de grosses équipes pour regarder ça. Il faudra les outils, comme je disais, je pense. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment dans le viseur, c'est des grosses arnaques. Et c'est même des fois pas mal de trucs du monde réel et où les paiements peuvent avoir lieu en crypto. Mais c'est clairement pas…
c'est clairement des choses sérieuses, quoi. On ne parle pas de quelqu'un qui aurait oublié, Mais par contre, je ne vois pas comment, si on cash out je sais pas, moi je dis, par exemple, vous faites un bull run, vous gagnez 100 000 euros, vous les mettez sur votre compte, je vois pas comment, en fait, votre banque va pas vous demander un papier, comme quoi vous avez déclaré aux impôts, des choses comme ça. Parce que en temps normal, dès que vous avez une somme qui sort un peu de l'ordinaire, qui arrive sur votre compte, votre banquier vous demande d'où elle vient. Si elle n'est pas déjà, entre guillemets, même quand elle vient, en fait, même si c'est, je sais pas, une assurance vie que vous avez ou quelque chose, ils vont vous demander en règle générale un justificatif. Donc, Ouais, comme disait Makumazan, j'ai dû écorcher ton pseudo, mais désolé, c'est un peu compliqué à lire. C'est surtout la peur d'être bloqué par la banque plutôt que d'avoir des problèmes avec le fisc. Mais je pense que les deux se rejoignent un peu, puisque voilà, il y a des gens. Mais je pense que ça va comme on disait, hein, plus il y aura d'adoption et moins il y aura de blocage, entre guillemets, au niveau de la banque. Aujourd'hui, c'est un peu normal, tu vois. Moi, je me mets à la place de banquier. Ne pas connaître l'origine des fonds qui circulent sur ton réseau, pour eux, c'est quelque chose de très grave. Comme tu as dit, il y a des seuils. Donc, typiquement, déjà 100 000 balles, c'est clair que la banque va vouloir documenter l'origine des fonds. Si tu commences à vouloir cash out des millions, tu vas te faire jeter de beaucoup d'endroits si tu n'es pas capable de produire des justificatifs qui soient clairs, documentés, évidents et surtout qui proviennent d'entités régulées, etc. Ouais, régulées, connues. C'est pour ça que nous, on accompagne les crypto-riches sur ces sujets. C'est parce que, en fait, moi, c'est parti d'une expérience avec un vieux copain qui a fait à l'époque un cash-out déraisonné. Hein. Il n'avait pas trop anticipé le sujet. Et en fait, voilà, bref, l'histoire, c'est qu'il voulait jamais cash-out. C'est un mec que j'ai orange pilled il y a très longtemps. Et parmi tous ceux que j'ai orange pilled, ça fait partie des rares qui n'ont pas touché leur Bitcoin pendant très longtemps. Donc, il est assis sur une grosse fortune. Et puis un jour, voilà, sa femme, au précédent bull run, elle a voulu avoir une maison, elle voulait une maison. Donc il s'est dit, ok, je vais cash out un petit peu, quoi. Hein, j'ai pas tout cash out, j'ai cash out une partie juste pour acheter la maison. Sauf qu'effectivement, oui, son argent est resté bloqué dans le système bancaire pendant 6 à 7 mois. Tout le monde se renvoyait la balle en disant non, mais c'est la banque intermédiaire, la banque correspondante, elle veut tel papier, lui veut tel papier, ah ouais, mais non, mais ça convient pas, puis machin, etc. Ça a été vraiment l'angoisse de fou. Et c'est à ce moment-là où finalement, nous, on a commencé cette activité-là parce qu'il est venu me voir et il m'a dit, tu peux m'aider? J'ai dit oui, faut jamais faire ça, jamais. D'abord, on fait le dossier. Et une fois que le dossier est fait, on va aller le présenter à une nouvelle banque, une banque qui comprend ce sujet, qui comprend, la crypto, qui est capable de traiter des virements à millions et pas des virements à dizaines de milliers, tu vois. Parce que c'est sûr que si sur ton compte courant, où tu n'as jamais eu plus de 10 000 balles, d'un coup, tu fais un cash-out à 2 millions, tu vois, ça va sonner toutes les alarmes. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va te présenter à une banque privée. Donc une banque privée, c'est fait pour ça, c'est pour gérer les fortunes des gens. Elles savent gérer des transferts à plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions, c'est pas un problème tant que tout est proprement documenté. Encore une fois, comme je disais en introduction, on jouit d'une réputation extraordinaire sur la place financière parce que justement, on a accompagné énormément de gens à faire ces dossiers-là pour faire des cash-out en banque privée. Et voilà, donc sur les gros montants, c'est clair, c'est beaucoup mieux de passer par d'ouvrir un nouveau compte qui est vraiment dédié à cette opération-là. Maintenant, sur les trucs à 100 000 balles, on accompagne aussi, on va fournir des justificatifs, etc. Et puis sur les plus petits montants, ça va, ça passe. Mais finalement, sur les plus petits montants, c'est là où la solution des IBAN de Montpellerin sera parfaite. Parce qu'à la fin, il n'y aura plus besoin de repasser par sa vieille banque qui ne comprend rien à ce sujet, puisqu'on pourra faire directement ses paiements depuis son wallet via des IBAN tradis. On aura une carte qu'on pourra attacher à son wallet. Donc, ce sera une carte typée non-custodial, ce qui veut dire qu'au travers d'une allowance, tu vas pouvoir dépenser directement sur ton wallet. Et donc, c'est jamais une carte qui est top-up. Ce n'est pas une carte où d'abord tu dois vendre tes bitcoins pour aller foutre des euros sur la carte. Ce sera une carte qui pourra vraiment les débiter en temps réel, ton wallet, etc., etc. Donc, finalement, on va mimiquer le Revolut. C'est pas, mais on va mimiquer, ce sera un Revolut on-chain. Et tu n'auras vraiment plus besoin pour tes opérations quotidiennes de rapatrier cet argent dont l'origine est la crypto vers ton compte tradi qui va te poser problème. Tu pourras l'utiliser comme un compte tradi néobanque typé, quoi. Une date de sortie ou une fourchette éventuelle? Non, la dernière fois, on s'est bien viandé sur le sujet. Donc non, ça devrait. En fait, techniquement, c'est censé être live depuis assez longtemps.
C'est pas pour nous dédouaner, mais non, c'est pas vraiment notre faute. C'est un peu notre partenaire bancaire aujourd'hui parce qu'on n'est pas banque. Donc en Suisse, il nous faudrait être banque pour pouvoir clearer nous-mêmes les devises et pour pouvoir générer nos propres IBAN. Donc on passe par une institution régulée qui nous permet de, voilà, qui nous loue leur capacité là-dessus. Ils nous ont un petit poil survendu on va dire leur capacité technologique à s'interfacer avec eux. Donc ils nous ont vendu un peu du rêve avec les API, tu sais, pour se connecter, je vois bien. etc. Donc voilà, techniquement c'est en route, c'est en test, c'est voilà, à savoir quand est-ce qu'on a le go live pour aller en production et l'offrir aux gens. Pour le moment, je ne peux pas me commit, mais on espère tout bientôt. On aurait déjà dû être live. Exactement. Ouais, et d'ailleurs, bon, c'est assez à prendre au pied de la lettre ce qu'on vient de dire. Pour dans un an et demi, quand vous serez tous bien sûr millionnaires, prenez un avocat ou quelqu'un qui s'y connaît ou un pèlerin justement pour vous aider à y voir plus clair dans vos achats immobiliers, vos cash-out divers et variés. Les montages fiscaux, parce que finalement, le principe, c'est pas de faire de la fraude fiscale, mais il y a de l'optimisation à faire. On n'est pas forcément obligé de faire les choses bêtes et méchantes et de se prendre le max dans la tête. Si on se structure correctement, si on pense son cash-out en amont, si on en discute avec le banquier, on peut avoir des structurations qui sont plus efficientes. Alors, on n'échappera pas complètement aux taxes, c'est clair, c'est pas possible. Mais ça permet effectivement de mieux se structurer et de ne pas se faire complètement démonter. Et tout ça de manière complètement transparente et légale. Hein. Donc, c'est des choses qui ne sont pas du tout de la fraude. C'est juste de l'optimisation. Sans parler de déménager. Hein. Je ne parle même pas. Après, il y a ceux qui se disent, tiens, moi, je vais me casser à Dubaï. Et même ceux-là, on leur dit, mais c'est très bien, aller à Dubaï, c'est parfait. Vous allez payer 0 impôt, vous allez faire votre cash-out là-bas, c'est super. Mais par contre, au moment de faire votre cash-out, faites-le avec Mon Pèlerin. Parce que l'avantage de le faire avec Mon Pèlerin, c'est qu'on vous ouvre, même si vous habitez à Dubaï, on vous ouvre un compte auprès d'une banque privée suisse. Et là, du coup, vos fonds, ils sont en Europe, ils sont en Occident. Donc demain, ils sont utilisables. Si demain, tu fais ton cash-out à Dubaï parce que tu es résident à Dubaï et que tu le mets dans une banque Dubaï Out, c'est possible de les rapatrier en Europe, mais c'est vachement compliqué. C'est presque comme rapatrier de la crypto dans une banque tradie en Europe après. Donc c'est plus simple de faire une seule fois cet exercice au travers de la crypto et d'avoir ces fonds qui soient déjà dans le système occidental et qui ensuite, si dans 5 ans, l'envie t'en prend, t'acheter une jolie villa dans le sud de la France, ben, tu as des fonds qui sont déjà, entre guillemets, autorisés dans le système occidental financier. En tout cas, on sent qu'il y a encore voilà, quelques points de friction et c'est vrai que c'est typiquement le genre de service dont on a déjà besoin et dont on aura besoin à l'avenir, que ça soit pour les petits portefeuilles, pour les moyens, pour les grands. C'est vraiment des moyens de petit à petit se substituer un minimum à cette réticence aussi qu'a eu des banques. Alors après, peut-être que dans le meilleur des mondes, à un horizon de temps de 5 ans de plus, toutes les banques accepteront tout, entrant, sortant, crypto et tout ça, mais j'ai quand même un doute vu ça peut se discuter. On a Société Générale avec Forge et tout ça qui ont quand même essayé de mettre un peu de l'eau dans leur vin et d'avancer sur certains sujets, mais je ne sais pas combien de temps supplémentaire ça pourrait prendre pour avoir quelque chose qui est smooth, qui est transparent pour l'utilisateur, quoi. Je ne sais même pas si ça arrivera un jour que ça soit totalement smooth. Tu crois vraiment que du coup, justement, des boîtes comme Société Générale ou comme UBS en Suisse vont à terme offrir des services au retail en fait, je me pose la question. Je ne sais pas si ça peut déjà arriver et dans quelle mesure, ou si vraiment on aura un choc entre les deux, tu vois, qui va vraiment se passer. Et je ne sais pas. Tout comme actuellement, c'est un peu les discussions qu'on a eues ces temps-ci entre nous avec Manu, avec Marc et d'autres personnes. On ne sait pas trop où on va, tu vois, par rapport au marché crypto à un horizon de temps de 5-10 ans supplémentaires. Est-ce qu'on aura cette adoption qui se sera faite, une adoption vraiment grand public, avec la blockchain qui sera complètement transparente, qu'on utilisera sans le savoir? Ou est-ce qu'on s'est tous fourvoyés et dans 5 ans, on se rendra compte que le jouet a été cassé par BlackRock et que finalement, ce n'était pas l'Eldorado tel qu'on se l'était raconté, quoi, tu vois? Il y a un peu la croisée des chemins. C'est clair qu'on est à la croisée des chemins, mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais sur le système bancaire, etc., quand je vois déjà la réaction qu'ils ont eue face au CBDC, ils ont déjà pas trop kiffé, tu vois.
C'est-à-dire que même la Banque centrale européenne, en y allant plus ou moins mollo, elle a quand même rétro-pédalé légèrement en disant non, mais attendez, on va peut-être limiter à 1 000 €, etc. Parce qu'ils ont bien compris que même une monnaie numérique de banque centrale, si elle était dispatchée aux particuliers, ça marchait déjà sur leur plate-bande et ça, tout de suite, ça allumait des lumières rouges. Donc, on verra ce qu'il en sera. Ce ne sera pas forcément. Ça va être aussi un sujet assez intéressant. Et il y a pas mal de sujets intéressants qui sont Si tu veux, à l'œuvre. C'est terrible pour le modèle d'affaires des banques, en fait, si tu y penses. Clairement, oui. Voilà, le modèle d'affaires de la banque, c'est d'un côté, elle prend des dépôts, souvent. Elle fait travailler l'argent, elle fait payer des prêts. De l'autre côté, essentiellement, elles vont émettre un prêt qui est souvent adossé à de l'immobilier, c'est souvent un prêt hypothécaire. Si tu regardes le bilan tradit d'une banque tradit, je ne te parle pas des grandes banques d'investissement, mais si tu prends vraiment la banque locale, elle prend des dépôts court terme et elle les prête de l'autre côté avec un effet de levier x10. Voilà, c'est à peu près son sujet. Maintenant, si tu lui retires les dépôts, elle peut plus faire du crédit de l'autre côté. C'est comme ça qu'elle gagne du fric. C'est pas une Revolut. C'est pas, tu vois, donc elle, son pognon, c'est un delta de spread entre combien elle te rémunère toi et combien elle se fait rémunérer avec ton argent de l'autre côté. Après, elle peut en emprunter un peu plus parce que elle peut aller en chercher, à droite à gauche et faire du levier. Mais elle est toujours obligée d'avoir une base de dépôt pour pouvoir continuer à croître. Et si elle a de moins en moins de dépôts, elle est obligée de décroître son bilan de l'autre côté en termes d'actifs. Et donc, elle va faire de moins en moins de pognon. Donc, c'est vrai que ça fait peur. Et quel que soit d'ailleurs l'actif, que ce soit un CBDC, parce que, encore une fois, il est émis par une banque centrale, donc quelque part, c'est comme un wallet PayPal, un super PayPal ECB ou un super PayPal Fed, ou peu importe, quoi. Mais du coup, c'est pas chez la banque. C'est pas des fonds qui sont chez la banque, donc c'est pas des fonds qui vont rentrer dans son bilan. Et ça, c'est le côté dramatique de la banque. Et qui pour nous est génial d'ailleurs, parce que nous, on advertise justement beaucoup ça, le hors-bilan, c'est de dire justement, le problème des banques, c'est quoi? C'est que finalement, elles font travailler votre argent pour leur propre profit et pas pour le vôtre. Donc, vous avez 100% des risques, parce qu'effectivement, si la banque fait faillite, oui, alors officiellement, on est protégé jusqu'à 100 000 balles avec les fonds de compensation, mais si on regarde réellement ces fonds de compensation qu'on met d'argent dedans, ça ne tient pas une grande banque, donc encore moins un effondrement systémique. Donc, la réalité concrète, c'est que en fait, les banques, elles prennent tout le risque qu'elles veulent parce que le risque, il est chez vous, le profit, il est chez elles. Et ça, c'est uniquement dû au fait que finalement, vous leur en déléguez la conservation. Et donc, le fait de reprendre le pouvoir là-dessus, c'est quelque part accélérer l'effondrement. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que je pense que tu es la 3e personne qu'on reçoit là, ces derniers mois et qui bosse de plus ou moins de près avec le système bancaire et qui a ce genre de pensée, de vision. Donc ça commence à dresser un petit tableau les semaines passant. Voilà. Mais nous, ce qui est marrant aussi de l'autre côté, c'est souvent c'est des bons signaux aussi qu'on reçoit, c'est que on fait beaucoup de tokenisation pour des startups ou pour des petites boîtes, mais on fait aussi pas mal de projets avec des grands groupes, des grandes institutions qui veulent se lancer dans la tokenisation, etc. Et ça qui est assez fascinant, c'est de voir quels sont les sujets qui les animent en fait. Parce qu'en vrai, une grande institution qui veut faire de la tokenisation, quelque part, c'est qu'elle veut vendre des actifs qu'elle ne sait pas vendre dans le milieu institutionnel, en fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant à voir. Et aujourd'hui, ce qu'on constate beaucoup, c'est l'immobilier. Donc, est-ce que c'est un signal pour quelque chose? Tu vois, jusque-là, les grands fonds de pension, etc., ils étaient plutôt accumulatifs sur l'immobilier. Toutes les grandes institutionnelles étaient très accumulatifs sur l'immobilier. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'ils nous contactent tous pour faire de la tokenisation immobilière, ce qui semble absurde parce que d'un côté, tu te dis, si le mec ils veulent vendre un immeuble en plein milieu de Genève, ils ont qu'à appeler une autre banque et c'est fait en un coup de fil. Pourquoi ils s'emmerderaient à prendre 10 000 participants dans un crowdfunding? Ça paraît simple. En fait, de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a une vraie question de pression à la vente aujourd'hui et que de l'autre côté, les acheteurs ne sont pas là. En tout cas, à l'institutionnel, tout le monde est en train de deleverager les portefeuilles. Donc, il n'y a plus d'acheteurs de l'autre côté, du côté institutionnel. Donc, ils veulent se tourner vers le retail pour, en gros, dump un peu leur bague sur le retail. Ils ont accumulé pendant 20-30 ans et maintenant, les taux d'intérêt sont à 5 points. Ça devient compliqué, avec des salaires qui n'augmentent pas, de pouvoir acheter effectivement son propre logement. Donc, j'imagine bien que si on peut vendre
les appartements au mètre carré, ça peut être intéressant. Je te parle même pas du commercial qui a pris une raclée monumentale après le Covid. L'immobilier commercial, là, ça a pris une bonne claque quand même. Oui, bah, là, ça n'est pas en train de s'améliorer. J'ai vu les chiffres tout à l'heure des faillites. En Occident, c'est pas beau à voir. On a sur 2024, on est sur du plus 30, du plus 40. Donc l'immobilier commercial n'a pas forcément non plus de beaux jours devant lui. En tout cas, ben, discussion super intéressante. Ça fait 1 heure et demie. On n'a clairement pas vu le temps passer. Je regardais au niveau du chat, il y avait des petites questions, et notamment par rapport au fonctionnement du token MPS et tout ça. Je ne sais pas si on va rentrer là-dedans parce que le but, c'était avant tout de mettre en avant Mon Pèlerin en tant que produit. Après, s'il y a des personnes qui ont envie d'aller creuser sur le site ou de voir comment fonctionne la tokenisation de ta société, je pense qu'il appartient à tout à chacun de faire les démarches nécessaires. Après, si tu as un mot à dire de la façon dont vous avez tokenisé la boîte à la rigueur, mais je pense qu'après, on pourra clôturer là-dessus. On aura fait un bon tour pour ce soir de tout ça. En fait, du coup, je vous invite à nous rejoindre sur notre groupe Telegram, par exemple. Il y a un groupe Telegram en français, en anglais, voilà. Et là, il y aura plein de monde pour répondre à toutes les questions. Donc, il y a évidemment nos modérateurs à nous, etc. Mais même la communauté en général sera ravie de répondre à toutes les questions. Voilà. C'est, on va dire, le moyen le plus interactif, ou le Discord, ou même Twitter d'ailleurs, enfin, peu importe. Mais voilà, tous ces réseaux-là, ça marche bien. Vous pouvez poser vos questions, on sera ravis d'y répondre, que ce soit nous, la communauté, etc. Aucun souci. Au top. Ben, je vois que c'est une émission qui a beaucoup plu. Il y a des gens qui t'ont découvert aujourd'hui et qui ont l'air d'être ravis, donc c'est bien cool. Ça permettra de te réinviter comme on l'a déjà fait. Je pense que ça doit être la 3e fois à peu près en 2-3 ans. On doit être dans ces eaux-là. Et d'avoir comme ça des invités qui aussi nous apportent au-delà de leurs propres produits, au-delà de leurs propres projets, une vision du marché qui est souvent assez différente de celle qu'on peut avoir en étant le nez dans le guidon au quotidien. Et c'est vrai que ça fait du bien de toujours prendre un peu de recul, de faire un pas de côté et de voir d'où l'on vient et vers ce vers quoi on pourrait tendre par la suite avec une année 2024 qui s'annonce assez tortueuse, mais peut-être aussi porteuse. On va voir, hein. On pourrait avoir de belles surprises. Donc, merci à tous d'avoir été là pour le chat. Ça a été très cool ce soir, des bonnes questions et tout. C'est vraiment au top quand c'est comme ça. Merci Manu d'avoir partagé le micro et merci Arnaud d'être venu nous partager ta vision et nous parler de Mon Pèlerin. Et on suivra bien entendu le sujet du fameux IBAN avec grande attention. On vous souhaite une très bonne soirée et le replay. Et SM, avant qu'on se quitte, je viens de voir par curiosité, mais que lundi prochain, on est le 25 décembre et lundi d'après, on est le 1er janvier. Ah ouais. On ne sait pas encore si on sera là. On fera un live téléphone depuis la table avec la dinde. Je sais pas. Une fois avec la dinde, une fois avec l'Alka-Seltzer. Ouais. En tout cas, merci à tous. C'était vraiment au top. Vous avez le replay qui est disponible immédiatement du côté de Twitch et demain, 9h à peu près, du côté de YouTube. Très bonne soirée à tous et à plus tard. Merci. Ciao, ciao.